sur la nature des archives, là, pour le coup, en tant qu'archiviste, j'aimerais bien revenir dessus. D'accord. Parce que tu évoquais une boîte de Cognot, de bobines microfilmées, au début des années 70, revenue de Moscou. On viendra plus précisément sur les archives de Moscou, parce que là, ça m'intéressait Dijon, bien entendu. Et puis, ça va peut-être permettre de retracer la chronologie des différentes collectes de ces fameuses bobines microfilmées qui ont été numérisées par la Maison des sciences de l'homme de Dijon, et dont Serge a été acteur. Alors, est-ce qu'on peut... Pardon. Oui, et il y a la question des archives natives, sur la question des archives natives en France, puisque de façon un tout petit peu précoce et avant tout le monde, Jean-Paul Scott a expérimenté cette question des archives du comité central. Il faudra attendre 20 ans, 25 ans pour que ça soit réglé dans les années 90-2000. Hein. Toi, Roger aussi, il était directement concerné par l'épisode. Personne n'a compris, hein. L'épisode, parce que vous avez été très, très, très allusif. Quand pendant l'été, dans une armoire où il y avait toutes ces archives, la direction du parti vient reprendre les archives et, en quelque sorte, alors que le travail était commencé, l'histoire retire les archives et il y aura un autre mécanisme pour les consulter, donc avec autorisation. Ça, on va y revenir après, parce que c'est vraiment un point, c'est ce rapatriement au comité central. Donc, non, c'est toi qui donne les autorisations, en fait. Pierre, il y a Jacques a demandé la parole, il lève la main. Oui, donc, je voulais juste dire que rappelons que Blanqui, c'est à quelques stations de métro de Fabien, certes, c'est dans Paris, mais géographiquement, c'est pas le siège national du parti, donc il y a nécessairement une forme d'autonomie. Et le geste symbolique de rapatrier des archives à un moment donné, c'est de les remettre sous la tutelle du politique, on est d'accord, hein. Et voilà. Et donc, quelles archives étaient mobilisables? On a beaucoup parlé des archives du comité central. Je voulais revenir sur les archives de Cognot, Daniel, dont tu parlais. Donc, le premier retour d'archives de Moscou. Et maintenant, à Jacques. Oui, à propos de ces archives du comité central, là, qui ont été évoquées là à plusieurs reprises. Quand j'ai entrepris l'étude que vous connaissez sur Benoît Frachon, j'ai demandé à consulter les archives. Ça m'a été refusé. Oui. Tu commences à quelle date? J'ai été amené à faire état de cet interdit dans l'ouvrage. Et il y a eu de temps en temps des petits malins qui ont fait des comptes rendus de l'ouvrage très positifs, mais qui ont dit, ah ben tiens, il y a des historiens communistes qui ont accès à des archives, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas accès à des archives. Je crois que ça m'a énormément marqué, d'une part, et d'autre part, ça a suscité dans la communauté historienne, disons, des doutes, des réflexions diverses et variées. Moi, j'ai essayé de les démonter au maximum, mais enfin, bon, j'avais fait, moi, j'avais écrit parce que j'avais eu plusieurs démarches. Et ces démarches c'était accompagné de refus d'interview. Hein, et à partir de là, je pense que les historiens communistes, quand ils écrivaient sur l'histoire communiste ou sur l'histoire syndicale, ont été, disons, traités de telle façon qu'il y a eu peut-être un certain nombre de gens qui ont été soit amenés à la complaisance, soit amenés au renoncement, et ça n'a jamais été positif. Hein. Il y a eu toute une période, donc, dans les fin des années 80 jusqu'à fin des années 90 à peu près, hein, où ce phénomène a joué, et c'est embêtant, disons, hein, d'être impliqué dans ces affaires-là, mais moi je crois que la vérité s'imposait. Alors, mais là tu parles des années 80.
Oui, d'accord. Et alors maintenant, je vais passer la parole à Jean-Paul Scott. Je confirme par un autre exemple. Quand Alain Ruscio a voulu, disons, terminer sa thèse sur, disons, l'Indochine, on lui a refusé, quand Alain Ruscio donc a voulu terminer sa thèse sur, disons, les communistes et l'Indochine, cela lui a été, enfin, il n'a pas pu consulter le seul comité central où la question a été vraiment posée, et j'ai dû lui passer mes notes manuscrites pour qu'il puisse, disons, apporter quelques éléments sur les hésitations du parti lors du comité central, si mes souvenirs sont bons, de mars 1947. Hein. Donc, si vous voulez, il y a eu à partir de 1980, des refus francs de communication d'archives, y compris celles que nous avions pu dépouiller. Mais je signale malgré tout que la publication de nos études, le PCF, étape et problème 1920-1972, a été freinée. La publication a été décalée de plus d'1 an, et je me souviens très bien de la formule employée par Jean Burle, parce que le comité central ne veut pas que cela, disons, nuise à la campagne présidentielle de Georges Marchais. Je pense qu'en fait, il faut élargir et poser la question de la double ambivalence que nous entretenions, nous, communistes, et avec la direction du parti, et la direction du parti avec nous. Oui, mais moi, je voudrais ajouter une chose, j'en parlais à la pause. Il y a la direction du parti, il y a l'Institut, il y a nous qui ne sommes pas un collectif, enfin qui sommes un collectif, oui, avec les uns et les autres à l'intérieur du nous. Il y a les éditions sociales, et les éditions sociales, c'est une maison d'édition, c'est-à-dire qu'elle a aussi des impératifs économiques sur toutes les éditions. Elle est certes liée à la direction du parti. Mon bouquin sur la fête de l'UMA a connu aussi quelques malheurs. Je n'entre pas dans le détail, c'est parce quelqu'un a glissé de façon très visible quand on l'ouvrait une photo de Sèvres et Althusser, et ça c'est quelqu'un nous a fait un mauvais coup, pas Noël Giroux personnellement, mais quelqu'un nous a fait un mauvais coup, et donc ce bouquin a été plus ou moins mis au pilon, mais par ailleurs je pense même il y a une autonomie des éditions sociales, et donc si on voulait être complet, il y a les éléments que vous apportez, oui, mais il faudrait aussi travailler sur la politique des éditions sociales, qui n'est pas de la même manière qu'on revient dans nos parcours personnels. Il y a des tas de marges et de différences. Il faudrait aussi complexifier avec la politique des éditions sociales. Serge. Donc, il y a Roger qui va intervenir, et après il y a Jacques qui va réintervenir. Oui, Pierre, tu nous avais proposé au départ, enfin avant cette réunion, de discuter à la fois de la question de la mise à disposition des archives et de la question du contrôle politique. En fait, les deux questions peuvent se fusionner. Pour quelle raison? Ben parce que le contrôle politique, officiellement, il n'y en a pas. Voilà. C'est théoriquement, les historiens, l'équipe de l'Institut Maurice Thorez était totalement libre de son activité, de ses choix, de travail, de publication, etc. Et il n'y avait pas de contrôle politique à l'égard de ces productions-là. Sauf que ce que l'on sait, c'est que c'est une caractéristique du Parti communiste français. Hein. C'est alors que les Italiens discutent très souvent, fréquemment, stratégiquement, historiquement, en s'affrontant, dans le cas du Parti communiste français, on hésite à ça ou on ne le veut pas. Ce qui fait que, par exemple, on a souligné tout à l'heure, Daniel a insisté à juste raison là-dessus, quand se lance la refonte de l'Institut Maurice Thorez après la réunion, autour de la réunion des historiens communistes de l'automne 72, ça correspond à un moment d'ouverture politique du Parti communiste, 72, signature du programme commun, cette année dans un anniversaire, hein, les 50 ans, et à partir de là,
il y a, j'allais dire, une difficulté qui est la difficulté structurante sur la durée de la direction du parti. Il faut ouvrir, mais quand on ouvre, on heurte notamment des générations anciennes. Et du point de vue de l'histoire, au fond, Daniel est là. Ça me rappelle, alors je le redis pour elle, tu me diras si c'est juste ou pas, quand malencontreusement, tu écris un article dans lequel tu dis que Barbet-Saylor n'étaient pas des policiers, Auguste Gillot, qui était devenu maire de Saint-Denis dans la bataille et contre Doriot et contre Barbet-Saylor, a considéré que c'était impensable, c'était une trahison. C'est inacceptable de dire que Barbet-Saylor n'étaient pas des policiers, car ils étaient des policiers. C'est d'ailleurs là-dessus qu'il avait mené la bataille, etc., etc. Et en réalité, ce que nous faisions à l'Institut Maurice Thorez ne subissait aucun contrôle direct, mais ça suscitait de fait des attitudes différentes à l'intérieur de la direction du parti. Par exemple, il y avait ouvertement deux conceptions, j'allais dire, différentes à l'Humanité et à l'Institut Maurice Thorez. Quand nous avons décidé de jeter un regard nouveau sur l'histoire du Parti communiste français, un peu à l'image de ce que faisaient les historiens communistes en Italie, qui, malgré tout, pour nous servaient pour une part de point de repère, même si c'était compliqué. Mais n'empêche que, eh bien, l'Humanité, elle considérait que l'histoire devait être toujours une histoire bataille, c'est-à-dire l'objectif de l'histoire, c'est de donner du tonus aux militants. Et donc, on ne peut pas insister sur les contradictions, expliquer que le stalinisme est ceci et cela. L'Humanité était sur une autre ligne, qui fait que ce que nous faisions à l'Institut et ce qui se faisait à l'Humanité, c'était deux choses complètement différentes. Et à l'intérieur de la direction, manifestement, il y avait des conceptions de ce point de vue totalement, comment dire, oui, différentes. Je pense, enfin, personnellement, j'ai la conviction, sur la base un peu pour le coup, d'expérience personnelle, que quelqu'un comme Georges Marchais soutenait plutôt la démarche de l'Institut Maurice Thorez. Roland Leroy était plus que réticent à l'égard de ce qu'on faisait. Quant à Gaston Pissonnier, lui considérait que les archives, attention, ouvrir les archives, non, parce que l'ouverture des archives, ça signifie on dévoile des secrets et on va recommencer 56. Donc, ce n'est pas la peine de faire ça. Ce qui fait, par exemple, que pour ce qui concerne, petite anecdote, encore dans les années 90, un jour, Gaston Pissonnier on discute comme ça, et il me dit, à cette époque-là, on avait trouvé un fonds d'archives de documents de Jacques Duclos qui avait été déposé au musée d'histoire de Montreuil. Et Germaine Villard, qui pourtant, voilà, c'était une bonne militante, comme on disait, avait l'intention de publier la totalité de ces nouvelles archives Duclos. Gaston Pissonnier me dit, alors avec son accent, mais enfin, je te rends compte, Germaine Villard veut tout publier, ça n'est pas possible, etc. Il me disait ça à moi, en toute sincérité, c'est-à-dire Est-ce que tu pour étais lui, membre du comité mais central? oui, j'étais membre du comité central, donc je ne pouvais être que d'accord avec ça. On ne peut pas publier toutes les archives. Dernière note personnelle de ce point de vue sur le fait que, en réalité, il y avait un regard extrêmement clivé à l'intérieur de la direction du parti sur ce que nous faisions, sans que ça se dise véritablement. Quand j'ai écrit ce livre, La communisme français, histoire sincère du communisme, du Parti communiste, j'ai eu l'extrême, comment dire, surprise de constater que à deux reprises, je m'étais fait éreinter à l'extérieur sur la publication de ce livre, dans un premier temps sur France Inter, par comment ça y est, j'ai
Non, c'est pas vrai. Les deux frères dont été au... Spire, oui. Les Spire, voilà. J'ai été démoli à France Culture par Arnaud Spire. Ah, voilà. Et 15 jours plus tard, par Antoine Spire sur France Culture, et 15 jours plus tard par Arnaud Spire dans l'Humanité. Dans un cas, je n'étais pas assez critique, dans l'autre cas, trop critique. Mais l'exemple de l'Humanité signifie qu'en réalité, il y avait des dissensions de fait sur l'appréciation de ce que devait être l'histoire commune. Et je pense que le rapport aux archives est lié à ça. Ouvrir les archives, est-ce que ça ne va pas autoriser tous les débordements? Et au bout d'un moment, est-ce qu'on ne risque pas d'être, j'allais dire, hors d'état de maîtriser ce processus d'ouverture? Et donc, selon les moments, on ouvre ou on ferme jusqu'à ce que la décision étant prise de confier aux archives nationales, la question, de fait, se trouve réglée. Mais avant d'en arriver là, il y a toute une phase, j'allais dire, d'oscillation qui est liée à ce fait qu'il n'y a pas de contrôle, mais le contrôle, la censure, se fait par le fait qu'on ne publie pas, ou on publie tardivement, ou etc., etc. Oui, mais en même temps, je ne cherche d'excuses à rien ni personne, hein, mais il faudrait aussi remettre ça dans ce qui a été plus généralement la politique de l'ensemble des organisations, la politique du patronat, la politique oui, toujours. Des archives. Ouvrir les archives. Ne pas en faire le mauvais objet. Les archives, c'est la boîte de Pandore. Quand tu l'ouvres. Le parti a été quand même après à l'initiative d'une ouverture qui n'était pas encore gagnée, qui est doit être encore gagnée. Exactement. Et voilà. Il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est là où on raisonne sur une très longue période. Hein. Oui. Et comme on est historien, il faut quand même qu'on fasse attention pour nous-mêmes. Parce que les années 70 aux années 90, il y a quand même des transformations, des modifications. Il se trouve que beaucoup d'autres organisations politiques ou syndicales du mouvement ouvrier n'ont jamais eu cette capacité à un moment donné de dire ça sera les archives publiques qui vont accueillir, qui vont classer ces archives avec nous. On en reste propriétaire d'une certaine manière. Et ça fait partie de toute la réflexion des années 93 à 2003, ce dont tu parlais. Mais dans les années 70, autre mœurs, autre époque, évidemment, on est dans un moment où il y a une sorte de résonance sur la question de l'histoire et de l'archive qui, en quelque sorte, est un petit peu à l'image des tensions et des évolutions internes des groupes dirigeants communistes occidentaux, parce qu'il n'y a pas que les Français, mais Français notamment. Et parfois, les historiens certains sont sollicités de l'intérieur. Je me souviens, moi, j'étais un peu benet, quoi. J'étais un petit peu, je ne me rendais pas bien compte de l'instrumentalisation dont je faisais l'objet. Je l'étais plutôt fier. Je me souviens avoir été sollicité pour conduire une délégation pour l'anniversaire de la Révolution de 17, en 77 encore, à Moscou, sur la thématique qu'avait développée Berlinguer, en gros, c'est-à-dire que la force propulsive de la Révolution russe était terminée comme modèle pour l'Europe occidentale. Hein. Bon, rien de très bouleversant. Sauf que, arrivant à Moscou, c'était René Piquet du bureau politique du secrétariat qui m'avait sollicité. Quand j'arrive sur place, qui dirige une autre délégation, Georges Cognot, sollicité par Gaston Pissonnier. Enfin, il y avait deux délégations à ce moment-là. Ça n'a pas duré trop longtemps. J'ai d'autres histoires. Hein? Alors, vous voyez, là, cette histoire-là, elle est assez révélatrice de l'enjeu que pouvait représenter. Alors, il y a la question de 56, il y a la question de l'eurocommunisme qui est là, qui pèse, et du socialiste pour la France, là où Roger a tout à fait raison, la direction du parti veut absolument continuer de réfléchir sur ces questions. Il y a notamment sous l'influence de Kadapa, mais en même temps, d'autres ne sont pas tout à fait sur la même ligne, mais ça ne se discute pas ouvertement. Et ça se fait par des biais qui sont parfois le rapport à l'histoire. Hein, oui. Voilà. Alors, j'ai la même histoire en 73. Hein.
C'est le je ne sais pas combienième anniversaire du manifeste communiste. Ça se termine par un 5 en tout cas. Et l'Institut du marxisme-léninisme de Berlin organise euh, une, une initiative scientifique en même temps qu'une initiative politique qui est organisée par les partis communistes européens. Georges Cognon en personne réunit Jean Bruyère et moi. Là aussi, je suis très fière. Et donc, Bruyère et moi représentons le Parti communiste à l'instance scientifique. Ça pose aucun problème. Et en plus, on considère tout le monde parce que Bruyère est le chef de délégation, on est deux, mais comme je suis en train de faire ma thèse, qui est plus sur la raison du léninisme, qui parle un peu de tout ça, il dit c'est non, mais c'est la camarade Tartakovsky qui va intervenir. Bref, à la pause, les camarades allemands qui nous voir et nous disent camarades de la camarade Tartakovsky, vous ne partez pas avec les autres, vous ne prenez pas le car, vous ne retournez pas à votre hôtel, une voiture officielle va venir vous chercher, parce que nous venons de recevoir un télégramme de la direction du Parti communiste français, et vous représentez le Parti communiste français à la session politique d'Odin. Bruyère se décompose. Moi, je m'en fous, je suis la plus jeune, je trouve ça rigolo. Comme ça, j'ai réussi à aller voir le parade Katsu, on va Berliner ensemble, j'étais vachement contente. Mais cette parenthèse mise à part, donc le lendemain, on s'est retrouvés à la conférence des partis. Les deux partis à l'honneur étaient en principe le Parti français et le Parti chilien. Le Parti français n'était pas là, c'est Bruyère qui était à la droite du père. Il était avec sa grosse veste verte et puis sa pipe, il était comme d'habitude, ça tranchait sur. Oui. Il a fait ça très bien. Enfin, justement, il n'a pas joué à ça, mais c'est exactement la même histoire et on s'était fait. Il n'était pas content, Bruyère. Moi, je ne jouais pas tout. Lui, il était vraiment pas content. Mais c'est. Jacques, peut-être, je me permets, parce que Jacques a demandé la main. C'est très bien. Oui, je vais retourner un peu en arrière parce que c'est au fil de la discussion, les choses changent, mais enfin, il y a des choses que je peux vous livrer quand même. Quand je présente le manuscrit sur l'implantation du Parti communiste, manuscrit dont je fais l'essentiel du contenu, mais où j'ai tenu à associer des étudiants qui travaillaient avec moi, dont deux communistes ou étudiants communistes et deux ou trois non communistes. Le manuscrit est terminé, déposé sur le bureau de Lucien Sève. Il reste 18 mois sans avoir l'autorisation de la direction. Et puis, il suffit d'une conférence de presse de Georges Marchais à propos de la présence lors du 20e congrès du PCUS de la délégation française. Question, Georges Marchais ne sait pas répondre, puisqu'on l'interroge en lui disant non. Et il dit les historiens trancheront. Le lendemain, Lucien Sève m'appelle en disant Jacques, on a gagné. Cette anecdote est significative, je crois, des rapports entre ce qui se fait en histoire sur le communisme et la vision qu'avait la direction du parti de l'utilité de cette histoire. À partir de là, les choses ont évolué naturellement, heureusement, mais il y a quelque chose qu'il faut quand même bien saisir, c'est que les travaux des historiens, même des communistes, n'ont aucun sens pratique pour la politique du parti. Mais Jacques, ça pose quand même la question que j'évoquais tout à l'heure, c'est de savoir si c'est le parti ou une politique éditoriale. En l'occurrence, là, c'est le secrétariat de marché qui a téléphoné à Lucien Sève en lui disant est-ce que vous avez un travail d'historien sur les bras, à proposer, puisque tu le sais avec certitude. Comment? Jacques, tu le sais avec certitude. J'étais suffisamment bien avec Lucien Sève pour qu'il me téléphone aussitôt en me disant Jacques, on a gagné, et je n'invente pas. Naturellement, il y a quand même un moment où d'une certaine manière, les choses sont faites de façon claire. Le micro est éteint.
On n'a plus de micro, plus de son. Réappuyer, Voilà, oui, je disais, il y a un moment où les choses se sont faites de façon assez claire, même si ça n'a jamais été dit et justifié. C'est après 1984 quand se déclenche la crise consécutive aux élections européennes de 84. Dans la phase qui précède, entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80, les historiens de l'Institut Maurice Thorez, dans leur diversité, sont régulièrement sollicités dans les écoles centrales du parti. École d'1 mois, école de 4 mois. Très régulièrement utilisés, soit pour faire des cours sur des périodes, soit pour faire, à l'école centrale d'1 mois, le cours sur l'histoire du parti. Et en 84, brutalement, la direction communiste décide que les historiens de l'Institut Maurice Thorez n'iront plus dans les écoles centrales du parti, c'était entre-temps devenu, oui, l'Institut de recherche marxiste, n'iront plus dans les écoles centrales du parti. Ça a duré pendant une bonne dizaine d'années. Aucun d'entre nous, j'allais dire, quelles que soient nos sensibilités, n'y participait. Et le cours qui étaient les cours dans les écoles centrales du parti, ont été confiés notamment à Gaston Prissonnier. Il faisait le cours sur l'histoire du parti. Oui, mais Claude Jandin, il était là en même temps que nous aussi. Mais oui, mais le problème, Roger, c'est que moi, je me souviens très bien, juste avant que ça n'arrive, donc dans l'année qui précède, j'allais faire mon cours, ça fait 15 ans que je faisais ce cours-là, je sais pas, je l'ai fait un nombre de fois incalculable, comme vous tous, et puis je m'étais mis à très bien expliquer pourquoi on était mort, et j'étais imbattable. Alors, je faisais ça proprement, mais et je me suis. Alors, les camarades, ça a dû se passer pendant 3 écoles. Les camarades qui dirigeaient l'école, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour me contrer, mais j'étais plus forte qu'eux, c'était absolument évident dès lors qu'il s'agissait. Et je me suis dit moi-même, je fais n'importe quoi, faut que j'y aille. Je ne peux pas dire autre chose que ce que je dis, mais je n'ai aucune raison de venir le dire là, donc il faut que je m'en aille. Donc, j'étais persuadée que j'étais partie avant qu'on me demande plus de venir. Donc là, non, mais là, pour le reste, en même temps, la contradiction, elle était là. Nous n'y sommes plus allés. On ne nous a jamais demandé la moindre explication. Ouais. J'ajoute que, pour militants, nous n'avons jamais demandé la moindre explication, mais ça s'est fait comme tel. Sauf que une indication indirecte permettait de comprendre pourquoi. Là, un discours officiel, qui était le discours de celui qui, à l'époque, était responsable des questions d'éducation, Pierre Blotin, qui disait les écoles centrales du parti ne sont pas là pour enseigner le doute, mais pour enseigner des certitudes. On n'enseigne pas le doute, or nous avions semé le doute en évoquant des contradictions, etc., etc. Voilà. Et donc, cette conception de l'histoire du parti n'était pas compatible avec ce qui était l'orientation politique. Dans la période qui précède, je crois qu'il y a de la diversité, y compris à l'intérieur de la direction. En 84, il y a une sorte de consensus qui s'installe dans la direction pour dire l'histoire ne peut pas être une histoire qui enseigne le doute, l'histoire est là pour conforter l'engagement militant et donc on ne retient que l'histoire positive du parti, de ses rapports aux luttes, à la société française, etc. Pas question de remettre en question, à un moment donné, par exemple, des choix de direction. Impensable. Voilà. Là, il y a eu une période où, d'une certaine façon, l'incertitude a été levée, ça a été tranché dans un sens qui est... voilà. Petite interrogation. Peut-être, Jean, aussi, tu voudrais intervenir. Je ne sais pas, je reste dans la discussion qu'on est en train d'avoir. Il y a un mouvement de contestation des intellectuels qui naît début 1978, en avril. Et c'est le 1er juin que le comité central décide de rapatrier les archives, que la direction décide de rapatrier, donc 78, les archives du comité central du boulevard Blanqui jusqu'à la place du colonel Fabien. Et l'année suivante, on a une réorganisation du dispositif
avec la fusion du CERM et de l'IMT. Est-ce que vous pensez que le rapatriement des archives s'inscrit aussi dans la question de la crise avec les intellectuels? Et Jean-Paul. Oui. Ça fonctionne. Hein? Oui. Oui, je crois qu'il faut rebondir effectivement sur cette année 1978. En effet, cette année-là, vers la fin de l'année, dans le cadre de la commission 1944-1947, nous avions abordé deux thèmes. Après donc les problèmes de l'éviction des ministres communistes du gouvernement, quel terme fallait-il employer, etc. etc. Bon. Mais surtout, on avait posé la question française devant le Comintform. Et j'avais découvert que trois interventions manquaient dans le comité central, très riche mais très dense, qui s'était déroulé. Fajon, Biou et bien sûr Marty. Je les ai réclamés aussitôt à Pissolier. J'ai dit, écoutez, il y a trois... alors, d'autant plus que j'avais la trace dans les archives que ces archives avaient été remises à des camarades. Et je pars de l'argument suivant. Ces archives sont des pelures en deuxième, troisième niveau. Où sont les originaux? Il faut avoir les originaux. On n'a pas aucune... Je dois avouer que j'ai reposé 10 ans plus tard la question à Pissonnier et j'ai toujours pas de réponse. Il s'est débrouillé pour me faire une lettre anecdotique par Fajon pour, soi-disant, répondre à la question. Donc, voyez-vous, il y avait un blocage. Et ce blocage s'est ressenti dans la réaction, disons, à la conclusion de la synthèse que j'avais faite sur stratégie et pratique du Parti communiste 1944-1947, parce que, ouvertement, dans ma conclusion, je disais que on ne pouvait pas partager on ne pouvait pas partager la position du Comintform, à savoir que le Parti communiste français avait sous-estimé ses forces et surestimé celles de ses adversaires. Je disais, d'après nos analyses de l'évolution du rapport des forces à l'échelle nationale et internationale, le Parti communiste a perdu, l'hégémonie sur le monde populaire dès le milieu de l'année 1946, et donc je conclus, c'était ma conclusion personnelle, que le Parti communiste, au contraire, a surestimé ses forces et sous-estimé celles de l'adversaire. En dépit de ce qu'il ait pu introduire par son action gouvernementale, entre autres, dans les nationalisations, les comités d'entreprise, la sécurité sociale, un certain nombre de réformes fondamentales. Donc, voyez-vous, dès cette époque-là, j'ai subi, disons, ouvertement des critiques personnelles en me disant « tu vas très loin en écrivant cela ». Et je me demande si ça n'a pas eu un effet pour freiner la publication de l'ouvrage. Tu te demandes? Oui, mais attends. Alors justement, ce qui est frappant, c'est que le Parti communiste, la direction du Parti communiste, disons, avait une grande ambivalence à notre égard. On était utile pour les cours de l'école centrale, on était utile publiquement parce qu'on apparaissait comme des historiens scientifiques, sérieux, etc., etc. Mais en même temps, la direction ne voulait pas, disons, perdre un contrôle sur nous-mêmes. Un seul exemple. Serge, vous vous souvenez, Serge et Roger, janvier 1979, Burle nous dit, vous savez, à la fin de l'année, il y a deux anniversaires qui vont nous poser problème, qui vont poser problème au parti. Trotsky et Staline, nés à 10 jours de différence. Il faut s'y atteler. Alors, moi, je m'attelle à Trotsky et Roger à Staline. Bon, attendez. Alors, on arrive à publier
à très grand mal dans l'humanité, des pages entières. Hein. On arrive à publier plus facilement dans France Nouvelles nos papiers. Et le problème se pose quelque temps après avec le film d'Eisenstein, Staline-Trotsky, programmé sur France 2. La direction du parti déclare « Nous n'irons pas à ce débat public parce que Eisenstein avait été exclu du parti, c'est un film qui est, disons, anticommuniste, etc., etc. » Et peu, il va. C'est le 21e congrès qui se déroule. Ou je ne pas le 22e encore. Toi qui Alors, c'est ça. Le congrès se déroule, élit sa nouvelle direction le dimanche. Le lundi, je reçois un coup de téléphone de bureau. Il me dit Georges Marchais te convoque dans son bureau. Et je dis pourquoi? Il me dit tu verras, je suis avec lui, j'arrive sortant de mes cours et Marchais me déclare ben voilà, la direction du bureau politique, la majorité du bureau politique a changé de point de vue, nous allons à l'émission de mardi. Et je lui dis mais sur quelle position? Il me dit on n'a pas d'opinion. Je dis mais ça. Et il me répond nous y allons, mais c'est toi qui y vas, et si tu n'y vas pas, nous n'irons pas. Donc j'étais obligé d'y aller. J'avais une trouille bleue. Non, j'étais pas obligé d'y aller. Mais il venait me dire que la majorité du bureau politique était quand même pas obligé d'y aller. Voilà. J'avais une trouille bleue parce que face à moi, il y avait Brouet, Pierre Brouet, il y avait Chevènement, et il y avait, disons, le ministre Poniatowski de l'Intérieur. Et je me dis, mais on n'a pas de position, sauf que on est, et il faut que tu le dises, contre le stalinisme. Je connais, j'ai publié l'ouvrage Lire c'est nous. Donc, voyez-vous, en fonction des changements de majorité, il peut y avoir au bureau politique, il peut y avoir disons, des changements de comportement et des instrumentalisations, finalement, de notre travail. Mais le problème, c'est que ça n'avait pas, disons, de perspective à longue durée. Si je peux me permettre, je prends un autre exemple. Serge, tu te rappelles que nous avions réuni tous les ministres communistes et les secrétaires d'État de 1944-47, en anticipant sur les difficultés d'actualisation du programme commun. Nous avions tenu des réunions, entre autres avec Philippe Herzog, des débats. Pourquoi? Parce que nous avions demandé aux ministres communistes de 44 à 47 quelles avaient été les difficultés qu'ils avaient rencontrées dans leur action gouvernementale, afin que ça puisse servir au futur. Ça avait de la gueule, ce truc. Ça avait de la gueule, oui. Ça avait été extraordinaire. Marcel Paul était venu. Marcel Paul était venu. On a multiplié les interventions. Personnellement, comme je connaissais assez bien Philippe Herzog, j'ai multiplié les interventions. Il n'en est rien sorti. Voilà. Si bien que, alors qu'on leur disait ouvertement, hein, il ne faut pas se battre sur le seuil de nationalisation, il faut poser la question de la codirection de la politique gouvernementale d'État. Et cette question n'a jamais été posée. Nous disions, il faut que cette question soit posée devant la population en général. Et Philippe Herzog a remis à François Mitterrand, la veille de la rupture, une petite page où était posée la question de la codirection de la politique gouvernementale. Et bien sûr, 2 jours plus tard, c'était le Parti communiste qui était censé avoir rompu l'union de la gauche en 1978. Alors, il y a peut-être Jean qui veut intervenir, après Jacques et après Daniel. Jean, Et moi, et ensuite Serge.
Jean, peut-être pour... Ouais, c'est pas que je voulais intervenir complètement, mais il y avait une question que tu avais posée sur le contrôle politique du parti, mais il faut quand même qu'on regarde jusqu'à quelle période on va, parce que là, on a évoqué à un moment donné 78, ensuite on est reparti à 84. Alors on voit bien que c'est une césure, c'est un moment, il y a un moment historique qui est en train de se jouer, mais peut-être qu'il faudrait le peaufiner ou essayer de comprendre aussi la place de l'intellectuel, ce que tu évoquais tout à l'heure, la place du contrôle des archives, c'est-à-dire à un moment donné, quelle est la place de l'historien et comment être défini comme historien communiste. Est-ce que c'est historien du parti? Est-ce que c'est historien engagé? Et c'est, n'est-ce pas plutôt l'autre, c'est-à-dire l'altérité, qui définit aussi l'historien communiste, parce que c'était pas toujours drapeau déployé en tant que tel. Au début des années 70, oui, je comprends bien ce qui a été dit au début, l'avenir radieux, enfin tout ce qu'il y a, mais à partir de 84, c'est quand même autre chose. Il y a eu un changement, me semble-t-il, dans les rapports de force qui existent dans les gauches en France, avec la fin du programme commun, l'arrivée de Mitterrand, enfin tout ce que on connaît d'une histoire politique, comment dirais-je, de la cinquième République. Voilà, c'était un petit peu ça, Pierre, parce que j'aimerais bien quand même qu'on ait un petit retour sur le rapatriement des premières bobines, des premières choses, mais tant pis, on le fera peut-être dans une autre séance. Hein. On n'est pas obligé de tout faire aujourd'hui. Avant de donner la parole à Jacques, je voulais juste faire une précision, parce que en fait, les archives du parti, c'est aussi un fantasme. Un fantasme au sens où très longtemps, que les archives du parti sont les archives du comité central, en fait, et même des réunions du comité central. C'est très tardivement, et d'ailleurs avec Elie Mignot, pas Elie Mignot, avec Jean Suret-Canal, etc., à la fin des années 80, que Gaston Plissonnier réunit une espèce de petite commission, plus ou moins officielle, je ne sais pas, et Elie Mignot, Jean Suret-Canal dit « Attention, vous avez une vision restrictive de ce que sont les archives du parti. Les archives du parti, ce ne sont pas que les archives du comité central, du bureau politique et du secrétariat. C'est les archives, ce qu'on appelle des archives courantes ou intermédiaires, celles qui peuplent la place du colonel Fabien. On n'a pas une pratique de la conservation de ces archives et donc pendant très longtemps, c'est finalement encore plus très restreint, soit de personnalités communistes importantes, comme je pense qu'était la bibliothèque marxiste à l'époque, ou à l'Institut Maurice Thorez, par exemple les archives d'Henri Barbus, par exemple les archives de Paul Vaillant-Couturier. Plus tardivement, il y a les archives de Waldeck-Rochet qui arrivent en 78, qui arrivent boulevard Blanqui. Et la reprise en main des archives aussi, c'est parce qu'il y a les archives de Waldeck-Rochet, et on doit être à peu près au moment où il y a le livre sur Fabien, non? C'est pas à peu près cette époque-là, là, du collectif Fabien, là, je sais plus, Histoire secrète, qui avait fait un petit peu. Ça vous dit rien? Sur la Tchécoslovaquie. Sur la Tchéco, ouais. Si, bien sûr. Oui, oui. Oui, c'est ça. Et donc, il y a un mouvement de rapatriement à ce moment-là, mais ce qu'on qualifie, Roger a consulté les bobines, lui. Donc, il y avait à la fois les dossiers papier à Blanqui, mais il y avait aussi les enregistrements des comités centraux qui étaient accessibles. Hein. Mais finalement, c'était pas beaucoup plus que ça, les archives en tant que telles du Parti communiste. Mais oui, c'était vachement bien parce que c'était tout neuf maintenant. C'est très riche. Mais les archives, on a exhumé assez tardivement les cahiers d'organisation les cahiers d'effectifs que Roger a utilisés pour son ouvrage, un peu de synthèse sur les effectifs du parti, les archives du suivi des fédérations, les archives, tous ces corpus-là sont arrivés bien plus tardivement, c'est-à-dire dans les années 90-2000, et ont été mis à disposition des chercheurs. Mais antérieurement, finalement, donc le corpus de sources qu'on appelle archives du Parti communiste, il faudrait le délimiter. C'est les bobines microfilmées sur lesquelles on va revenir après l'intervention de Jacques, de Daniel et de Serge et de Roger. Et voilà. Et voilà. C'est bien, Pierre. Merci. Parce que ça permet de connaître la matière belle. Jacques. Sur la remarque qui a été faite par Roger sur l'emploi, si on peut dire, des membres des commissions de l'Institut Maurice Thorez pour les écoles du parti,
il est loin d'être général. Hein. La direction du parti avait amplement le devoir de choisir ses intervenants. Hein. Je peux donner mon exemple. Je n'ai jamais été intervenant dans une école centrale. Hein. Il y avait donc là un certain nombre de différences et tout à fait admissibles. Hein. Et il ne s'agissait absolument pas, mais il ne faut pas laisser croire quand même hein, que les commissions de l'Institut Maurice Thorez servaient à une certaine formation des militants communistes. Hein. Il y avait un emploi, hein, mais de la même façon qu'il y avait d'autres intervenants qui n'avaient rien à voir avec l'Institut Maurice Thorez, hein, et peut-être aussi des interventions sur les questions intellectuelles qu'on fait. Hein. Bon, ça, je ne sais pas. Hein, mais il y a quelque chose là hein, qu'il faudrait mettre au point, hein, et qui serait intéressant d'ailleurs, hein, c'est de savoir une sorte d'historique hein, des écoles et des formateurs, si on peut dire, hein, dans les écoles. Hein, parce que ça doit vraisemblablement pouvoir exister à partir des archives du Parti communiste. Ce qui me permet de vous dire que les archives des écoles centrales sont triées. Hein. Et donc, on a les... Alors, pas depuis, depuis le début, hein. Elles sont conservées assez tardivement, mais sur cette période-là, en tout cas, il y a toute la liste des formateurs et on voit bien la rupture à l'époque prédéterminée. Alors, Daniel, tu voulais intervenir? Oui. Oui, le tour de notre échange me perturbe un petit peu. Parce qu'il y a un instant, là, la pause disait avec Roger, finalement, tous ceux qui se sont connus à ce moment-là, dans ce cadre-là, on est toujours là. On est là à des places différentes. Mais en gros, on est là, effectivement. Ça veut dire des choses multiples. Là, on est en train de mettre l'accent sur des contradictions et sur des trucs pas très sympathiques. Ils ont eu lieu, hein, je ne savais pas tout. Mais en même temps, je ne pouvais pas préparer au milieu sans savoir tout. Donc, ça prouve aussi que, bon, à un moment donné, quand même, à un moment donné, le parti, parce que ça l'arrange, on est d'accord, mais c'est normal, met à notre disposition un bel outil. On a quand même eu un beau jour, on a eu une revue dont on a fait quelque chose, dont on était content. Personne ne relisait les épreuves avant qu'on publie, ce que je sache. Hein, bon, sur les bouquins, c'était plus compliqué que ça, mais on n'aura peut-être pas le temps d'en parler. Il y a eu très, très peu de publications qui étaient des publications décidées par la direction de l'Institut, c'est-à-dire par Chamburle. À ma connaissance, il y a l'histoire du réformisme, point. J'ai eu une ambiguïté sur la classe ouvrière, etc., mais de mémoire, on avait un certain nombre de trucs, on s'était dit ça pourrait faire un livre, mais la seule décision, et elle crée problème, parce que là, pour la première fois, il y a une vraie demande qui est ouvertement politique et on est à certain nombre à dire oh non, moi je ne me reconnais pas là-dedans, donc mais en même temps on reste là et on continue à faire ce qu'on sait faire et on continue à avoir un beau joujou et malgré tout on a tous fait ce qu'on a fait, c'est-à-dire des bouquins, c'est-à-dire des tests, c'est-à-dire des tas de choses à partir de ce qui nous a été mis entre les mains. Donc alors que c'est clair que par ailleurs, on était une opportunité pour le parti qui n'est pas univoque, ça je crois que c'est ce qu'il faut retenir des discussions, il y a des contradictions au sein du peuple et au sein de la direction du parti, et ces contradictions évoluent en fonction de séquences qui sont des séquences très rapides, et donc on ne peut pas faire une histoire longue comme ça. Mais évitons de tomber dans un excès dans l'autre, parce que là, je trouve que c'est pas conforme à la complexité de ce qu'a été l'expérience qui a été la nôtre et ce qu'elle nous a permis de réaliser dans la contradiction. Évidemment, la contradiction, elle nous aidait aussi à nous situer en politique. Et les contradictions, elles étaient dans le politique. Donc, c'est pas une histoire où il y a des méchants et des gentils. Hein. Et par ailleurs, chacun d'entre nous était en position parfaite de dire oui ou de dire merde. Et je vais tenir le micro. Je tiens le micro. Non, taper sur la table. Sur ce terme inconvenant, je m'arrête. À qui est la parole? C'est à moi. Oui, j'ai un avis à peu près identique à celui de Daniel. Sur la longue période, il faut se dire aussi que la sensibilité aux archives du parti
avec la sensibilité favorable ou au contraire les inquiétudes, tient aussi à la génération des dirigeants. Sur une série de questions, les dirigeants qu'on a en face de nous, donc ils ont 20 ans, 30 ans de plus que nous à ce moment-là, et on étudie ce qu'ils étaient quand ils étaient jeunes et ce qu'ils ont fait ou pas fait. Donc, j'allais dire, pour la période des années 20 et 30, c'était moins sensible que pour les années 50 ou les années d'après-guerre. Encore, je me souviens... encore que oui. Je me souviens d'une séance. Après, il y avait un dirigeant communiste italien qui s'appelait Cheretti, qui avait sorti un livre qui s'appelait À l'ombre des deux T. Et il faisait en quelque sorte l'histoire des relations tumultueuses entre Torres et Togliatti. Et il racontait qu'au moment du Front populaire, Cheretti, il n'y avait jamais eu de discussion au bureau politique sur la participation ou la non-participation. Or, Torres, par la bouche plus tard de Biou, avait dit que lui avait pris position, mais qu'il avait été mis en minorité par rapport à la question gouvernementale. Et je me souviens que dans les locaux de l'Institut Maurice Thorez, il y avait eu un débat. Robrieux était d'ailleurs dans la salle, et que, en ce qui me concerne, moi, j'étais là un peu perplexe, parce que je pensais que c'était vraiment très intéressant. On n'avait pas les archives, on n'avait pas les archives du bureau politique ou de l'international. Mais là, il y avait une tension qui venait du fait que quelqu'un qui était un dirigeant encore du Parti communiste, dirigeant du journal France Nouvelle, qui avait été ministre à la Libération, était démenti par rapport même à la réalité de ce qu'il avait été censé raconter. Et pour d'autres périodes, c'est un peu pareil. Dans les années 90, j'allais dire, non seulement il y a l'affaiblissement du Parti communiste, mais surtout la génération des dirigeants change. Quant à Georges Marchais, il avait une attitude globalement d'ouverture. Et il était peut-être aussi, il ne mettait pas le nez dans les archives. C'était pas son problème d'aller regarder dans le détail ni les débats, ni ça. Et je crois que ça a joué. Simplement, sur la question des archives russes ou des archives de direction, il y avait deux personnes qui étaient un petit peu déléguées à ce qu'on pourrait appeler la vigilance. On a parlé de Gaston Plissonnier, je pense qu'il y a Georges Cognot aussi, qui était délégué à cette vigilance. Parce que lui, par les Russes, connaissait directement les Russes, avait été, dans l'histoire du Parti communiste, amené à prendre la direction du journal L'Humanité à 37 après Vaillant Couturier. Il connaissait les affres de ce qui s'était passé au moment de l'après-guerre et du Cominform, et il allait très fréquemment en Russie. En URSS. Et à propos du russe et des archives qu'il avait ramenées, je me souviens très bien de cet épisode. Il n'y avait qu'un seul ouvrage qui avait été publié sur l'Internationale communiste dans les années 70. C'était un petit livre de Georges Cognot. Et Georges Cognot avait fait en sorte que le livre que les éditions de Moscou avaient fait sur l'histoire de l'Internationale communiste, qui était un livre vraiment de qualité historienne vraiment moyenne, sinon médiocre, qui avait été traduit dans toutes les langues, sauf en français. Il avait donc une position, en quelque sorte, d'exclusivité de l'histoire sur Internet. Alors, j'étais allé le voir. Moi, ça m'intéressait de savoir, de comprendre les archives et tout ça. Il avait dit, Serge, tu peux pas comprendre, c'est complexe, cette histoire éditoriale, etc. Il avait noyé le poisson. Mais voilà, il y avait un mélange autour de cette question des archives qui faisait que certains des dirigeants qui accompagnaient l'Institut Maurice Thorez, puis l'IRM, c'était différent. Parce que si Francette Lazare nous écoute, on doit rendre hommage. Moi, je rends hommage à Francette Lazare sur le fait que quand elle a pris la direction de l'IRM, du point de vue du rapport aux archives et la question des archives et d'histoire, elle a toujours été favorable à ce qu'on aille en quelque sorte le plus loin possible. Encore que elle, sa situation
était une situation, on va dire, un peu en mineur, lorsque les historiens de l'Institut de recherche marxiste n'ont plus été dans les écoles, elle a été mise dans le même sac, elle a été considérée comme étant quelqu'un qui couvrait le doute plus que les certitudes, hein, si je reprends la terminologie de Roger. Mais concernant la question des archives russes, et je terminerai parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, si j'ai bien compris. Ah bon, mais c'est elle qui a en quelque sorte encouragé mes petits efforts, puisque j'étais relativement persévérant, pour aller à Moscou, on posait la question de ça. Il a fallu des années pour que ça se règle, et ça s'est réglé 2 mois avant que Gorbatchev saute. Alors donc, c'était pas mal. Alors évidemment, je vais juste faire un petit point de Roger va parler. Ensuite, il y a Guillaume Roubokwashi qui va intervenir depuis chez lui. Et je voulais juste faire 2 petites remarques. Contrairement à la Fondation Gramsci qui a récupéré les archives de Togliatti, Serge parle sous contrôle. Non, la Fondation Gramsci a récupéré les archives de Togliatti, mais l'Institut Maurice Thorez, paradoxalement, n'a jamais récupéré les archives de Maurice Thorez. Ça, c'est Togliatti est observateur international. Il y avait Werner. Oui, ça, c'est archival. Oui, c'est ça. Oui, mais on est d'accord, mais c'est quand même symbolique. C'est pas symbolique, c'était pas le même statut d'archive. Non, c'est des archives personnelles, oui, mais Les archives personnelles, elles étaient personnelles. c'est à discuter, mais elles se trouvaient physiquement. Physiquement, elles se trouvaient dans une maison qui était la maison. Mais on aurait pu imaginer que l'Institut Maurice Thorez, justement, soit un lieu de réception d'un fonds au moment de la mort de Thorez. Non, oui, mais non. Plus. Et la deuxième réflexion que je voulais faire, excusez-moi, je vais discuter. Non, c'est le rôle de Pissonnier. Il y a le témoignage de Jean-Pierre Ravry dans la brochure. Et il y avait un canal direct, effectivement, entre l'Humanité et Gaston Pissonnier, qui mettait à disposition des archives qui étaient cachées. Mais tout ça est très bien expliqué. Alors après, c'est un témoignage, hein, je ne sais pas la réalité des choses, mais en tout cas, Gaston cachait des archives, avait des dépôts, et notamment des archives qui concernaient la Seconde Guerre mondiale. Et c'était les archives qu'on appelle la Commission centrale de contrôle politique, dont l'accès était restreint à des personnes qui étaient choisies manifestement par Pissonnier pour écrire, et notamment Jean-Pierre Ravry qui s'occupait de ces questions-là à l'Humanité. Voilà, c'était les 2 petites réflexions. Maintenant à Roger. Oui, on a tout à l'heure beaucoup insisté sur les contradictions, sur ce qui a pu être parfois des obstacles, sur la diversité à l'intérieur de l'organisation communiste du rapport à l'histoire. Mais moi, je suis effectivement d'accord avec Daniel pour dire que, au total, dans ce contexte de difficulté, parfois de crise, on a évoqué la période difficile qui suit le milieu des années 80, on a quand même eu la possibilité de travailler. Et Daniel a raison d'employer la formule, on a eu entre les mains un bel outil, quoi qu'il en soit, y compris lié à une tradition communiste de l'accumulation des archives qui n'avait pas que des bons côtés, comme on sait en Union soviétique, hein, puisque les archives étaient accumulées parce que ça pouvait toujours être utilisé éventuellement contre un tel ou un tel. On a donc bénéficié de cet outil, on a travaillé, on a produit, soit dans le cadre de l'institution officielle, soit en dehors, par l'intermédiaire des travaux universitaires. Et je pense que le fait qu'on ait produit et que cette production, malgré tout, a pris sa place dans le paysage scientifique et idéologique français, a fait qu'au bout du compte, après une longue période d'hésitation, ce qui a été tranché, c'est dans le sens de l'ouverture totale des archives. Et je pense que malgré tout, le fait qu'on ait travaillé, qu'on ait produit, qu'on ait fait la démonstration qu'en réalité, en ouvrant, en parlant, en utilisant des archives, ça ne créait pas une situation, j'allais dire, ça ne créait pas un nouveau 56, etc. Bon, on a parlé jusqu'à présent du rapport à la direction du parti. Il y a une autre dimension
qu'on ne pourra pas traiter beaucoup, mais tout ça se fait pas simplement dans un cadre interne. C'est aussi en relation avec ce qui se fait à l'intérieur, à l'extérieur du parti, c'est d'ailleurs dans la société. Et tu nous amenais à poser la question du rapport aux autres écoles historiographiques, difficile à dire, parce que, au fond, nous n'étions pas une école historiographique. Nous étions un collectif d'individus qui avaient quelque chose de commun profond, et notamment, pendant une longue période, le fait que nous étions directement liés à une institution politique, en l'occurrence le PC, que nous avions, j'allais dire, une culture, malgré tout, commune, etc. Mais nous n'étions pas une école historiographique, et la preuve, c'est que les uns et les autres, on avait des manières d'approcher l'objet qui n'étaient pas les mêmes. Et donc, on ne peut pas parler d'école historiographique. Et donc, on ne peut pas non plus, d'ailleurs, parler de manière générale du rapport avec les autres écoles historiographiques, parce que c'est quoi les écoles historiographiques? Gangsters politiques. Voilà, d'histoire du communisme. Et là, je pense que ce qui serait intéressant, c'est certainement de creuser cette question. Je pense qu'on ne pourra pas le faire là, mais en se rendant compte qu'il y a des évolutions dans ces relations. Pendant une longue période, on sait que de toute manière, l'historiographie du communisme, c'était, on va dire, une historiographie bataille. Hein. On défendait ou on combattait. Et cette structure, cette conception-là, a pu exister dans la durée, mais avec des changements. Par exemple, je pensais aux années 80. Dans les années 80, c'est-à-dire justement à un moment où le Parti communiste est en train de décliner, il y a dans certains, j'allais dire du côté de certains historiens, je pense à ce qui se fait en particulier en 83-84 autour du colloque de Munich à Vichy, le drôle de guerre. Il y a eu de la part d'un certain nombre d'historiens, à l'époque regroupés autour de communistes, sous l'impulsion notamment de Stéphane Courtois, qui ont considéré que l'organisation d'un colloque scientifique sur la période 38-41 allait être de fait une opération politique décisive contre le communisme. Un des protagonistes de ce colloque, mais évidemment en off, il ne l'a jamais écrit, mais expliquait tranquillement que le colloque de Munich à Vichy 31-41 allait être l'équivalent pour le PC des diamants de Bokassa. C'est-à-dire qu'à partir de là, nous allions allait être réglé le compte du PC. Et de fait, ça crée une situation, mais c'est là qu'était déjà la différence avec d'autres périodes, où tout à la fois, il y a eu une confrontation qui était sous-tendue par des données politiques, mais sur un fond de travail appuyé sur des archives qui fait qu'au bout du compte, cette confrontation s'est révélée ne pas être une confrontation politique, mais une vraie confrontation scientifique qui a fait avancer la connaissance. Et paradoxalement, à l'issue de ce colloque, il y a eu une période, jusqu'aux années 91, où finalement, on arrivait à avoir un terrain d'entente, par exemple, avec l'équipe de communistes, sur la base de l'étude du local, sur la base de la problématique, au fond, qu'avait initié Jacques Giraud, de l'implantation. Ce qui a fait exploser ça, c'est 91. L'ouverture des archives à Moscou qui fait que d'un coup, en particulier Stéphane Courtois, est revenu massivement sur, désormais, l'histoire ne peut être que la dénonciation à partir des archives, qui sont d'abord des archives policières et qui donc montrent que le communisme dans son entier n'est rien d'autre qu'un système policier. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, je trouve, c'est le glissement qui s'opère, c'est-à-dire encore jusque quasiment aux années 60-70, les politiques, c'était les historiens communistes, qui avaient une conception de l'histoire strictement utilitaire, qui avait pour objectif de défendre le communisme contre les anticommunistes. Et là, en 91, s'opère une sorte de renversement qui fait que c'est plutôt Stéphane Courtois qui, dans la communauté scientifique historienne, apparaît comme le politique qui a une utilisation de l'histoire
une conception de l'histoire utilitaire et s'opère sur cette base-là plutôt un rapprochement entre des historiens de filiation, j'allais dire, à la fois professionnelle, intellectuelle, comment dire, philosophique et politique différentes pour s'opposer à ça. Et je dirais que le symbole marquant de ce rapprochement, c'est le siècle des communismes, répondant évidemment au livre noir du communisme. Et donc, on est entré au fond dans une période nouvelle, dans laquelle, je vais dire, une certaine laïcisation de l'histoire qui s'opère de fait sur le fait que les approches se sont complexifiées, que les archives se sont ouvertes, qui crée évidemment une situation totalement nouvelle dans laquelle, j'allais presque dire, au fond, l'appellation d'historien communiste n'a plus de validation, non pas parce que la dimension communiste n'existe plus, mais parce qu'on ne peut plus dire désormais que ce qui établit la ligne de partage dans l'historiographie, c'est j'allais dire, la détermination politique des acteurs, c'est l'engagement des acteurs, mais c'est autre chose, c'est-à-dire c'est un rapport à l'objet et la façon de l'appréhender scientifiquement qui a totalement changé aujourd'hui. Il y a Guillaume Roubaud-Kouachi qui va intervenir. Ensuite, je donne la parole à Serge et je lui confie la mission de revenir à la boîte des archives Cogneo au Moscou et d'évoquer la boîte de Pandore. La boîte de Pandore et d'évoquer ça fera plaisir à Jean. Et d'évoquer les différentes, la manière dont sont revenus les bobines microfilmées, Serge. C'est vrai. Serge, et d'introduire la manière dont sont revenues les bobines depuis Moscou jusqu'à Paris. Donc, et on conclura là-dessus, je pense. On se donne peut-être encore un petit quart d'heure, on ne sera pas trop hors délai. Je vais demander là comment il est malade. Guillaume est parti. Non, je vais. Peut-être pas longtemps. Guillaume. Alors, si Guillaume n'est pas là, Serge. Il n'est pas là? Voilà. Serge, Guillaume n'est pas là. Bon, alors moi, je voulais... attention. Il est là? Mais parce qu'après, je lui laisse volontiers la parole. Je suis là. Comme ça, tu fais la transition sur le... Il dit, je ne peux pas parler, je suis là. Guillaume, je t'ai donné la possibilité de parler. Donc, toi, tu dois accepter. Accepte, Guillaume. Et branche ton micro. Ah, c'est bon. On t'entend? Non, on n'entend pas, c'était bon. Ah, c'était juste? Non. Ben, oui, Son micro n'est pas branché, Guillaume. C'est pour ça qu'on n'entend pas. On n'entend pas non plus. Il y a des questions sur le film là Ben, je sais pas alors. Bon. C'est bon, Guillaume. On t'entend, tu peux y aller. Vous entendez? Non, nous on n'entend pas. On n'entend pas. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Il est où là? Bon, Tu nous entends, Jean? Oui, Bien, moi, mais j'entends. Parce que Guillaume, manifestement, on ne l'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Ah voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est. D'accord, pardon. Je commençais à avoir un sentiment de persécution. Bon, non, mais assez rapidement. Une génération persécutée, surtout pas. N'est-ce pas? Non, mais assez rapidement et pas de manière définitive. Donc, si je n'avais pas pu parler, ça n'aurait pas été la fin du monde. Mais quelques éléments avec forcément un regard, forcément un petit peu double. Un regard d'historien, bien sûr, mais enfin, un regard politique aussi. Bon, d'abord, un effet de dépaysement assez grand, mais c'était passionnant. En tout cas, merci à Pierre d'avoir organisé cette rencontre parce que même si c'était pas des choses inconnues complètement, quand même, voilà. Donc, c'était très intéressant. Deuxièmement, je voulais revenir, une petite parenthèse sur la laïcisation achevée dont parle Roger. Bon, je le dis sans animosité particulière, mais j'ai fait un petit bouquin qui n'est pas immortel, mais qui rassemblait une trentaine de jeunes doctorants et docteurs sur l'histoire du communisme français. Marc Lazare fait un compte-rendu des publications qui ont été consacrées au moment du centenaire, et il dit, en mentionnant le livre et d'autres, qu'il met de côté les ouvrages de propagande. Hein. Donc la laïcisation, bon, je sais pas, elle est peut-être pas complètement
achevé que tu le dis, Roger. Mais je passe sur ça. Non, je reviens sur le fond, sur la question qui était celle de la difficulté, qui n'est pas la même d'aborder dans les années 70 et les années 50 ou d'aborder les années 30 et 20. Bon, je le dis en quittant, pas du tout avec un regard historien, mais plutôt un regard de l'autre côté, un regard du côté de la direction du parti aujourd'hui, dans un monde qui est complètement différent, un parti qui est complètement différent, évidemment, il n'y a aucun rapport. Mais je prends par exemple la question U. Donc pour aujourd'hui, donc il y a 20 ans, si je peux dire maintenant, la question Robert Hue, il y a 20, 25 ans. Par exemple, c'est une question qui n'est pas facile à traiter quand vous avez un centenaire à coordonner, parce que, pour des tas de raisons, parce que c'est une histoire, c'est sûr que ça appartient au passé, mais ça a des effets politiques forts. Et si c'est fait dans des structures qui ont des effets de validation, des effets de ligne, si je puis dire, c'est-à-dire que si ça sort dans des publications, etc., qui sont les éditions sociales, qui sont des trucs ou des choses qui sont liées au parti ou qui peuvent apparaître comme telles, forcément, ça donne un effet de ligne, alors que c'est un sujet encore un peu brûlant, si je peux dire, dans l'organisation. Donc forcément, la comparaison l'analogie est très faible parce que voilà. Mais disons que forcément, ça m'amène moi à regarder ce qui pouvait en être du regard sur les années 50, dans les années 70 ou 80, forcément, j'imagine qu'évidemment, il devait y avoir une dimension un peu chaude et difficile donc, de ce point de vue. Je trouve que c'est vrai que ça m'amène plutôt à aller tendanciellement dans le sens des conclusions de Daniel, de Serge et de Roger, en disant qu'évidemment, c'était pas évident, mais bon, après tout, il y a quand même eu une certaine latitude qui ont été données, qu'aujourd'hui, bon, voilà, c'était juste ça que je voulais dire avec ce regard un peu amusé. Évidemment, pour le reste, vous savez bien, j'ai pas besoin de faire un discours sur la politique actuelle des archives du parti que vous connaissez très bien et qui est évidemment une ouverture complète la plus large possible à tout le monde, avec les enjeux nouveaux de la numérisation, de l'accès même très très large grâce aux politiques de numérisation faites par les archives départementales, avec la Fondation, avec la MSF de Dijon également. Donc voilà, on est dans un autre monde, ça c'est clair et net. Mais bon, voilà. Et enfin, terminer pour dire quelque chose que j'avais déjà dit à Frédéric quand il s'occupait des archives. Tout ça, toutes vos discussions intéressantes m'amènent à penser que on gagnerait à faire l'équivalent de ce qu'avait coordonné Michel Pigenet et d'autres sur la CGT de la période de crise, donc des années 70 aux années 90, où il avait fait un très large colloque où il y avait une quantité considérable d'historiens, de politistes, de témoins, sans présélection qui orientent excessivement, si je peux dire, le sens et l'interprétation générale à tenir. Et je trouvais que ça avait été très riche. Pourquoi ? Parce que finalement, ces années 70, 80, 90, finalement, je trouve que elles restent assez méconnue, et en tout cas si je parle d'un point de vue de génération militante, excusez-moi d'utiliser les deux casquettes, mais on est un peu voilà, mais je le fais quand même, c'est vrai que c'est un peu un trou, si vous voulez, dans la culture historique communiste générale. Bon, un communiste classique connaît le Tour, le Front populaire, la Libération, 68, le programme commun et encore, et puis après, voilà, après on entre dans d'autres choses. Or, je crois que c'est quand même là qu'il se passe aussi des choses pas tout à fait anecdotiques. Je suis un petit peu long, excusez-moi, je m'en tiens. Alors moi, pour prolonger ces réflexions des uns et des autres, je voudrais dire quand même, à la suite de ce qu'a dit Roger, que si on prend le rapport aux archives, qui est notre sujet, les historiens du communisme, leur rapport aux archives, et les historiens issus de cette génération des années 70, ce qui se passe dans les années 80, début des années 90, c'est que les archives deviennent un enjeu majeur, avant même qui est la question de l'ouverture ou de la ruée sur les archives de Moscou. Il y a dans les années 80, tu l'as bien signalé, l'ouverture d'une polémique majeure autour du pacte germano-soviétique, enfin de l'entre-deux, 39-41, avec le colloque. Et dans les années suivantes, c'est là où Roger est à la direction des cahiers d'histoire.
il a pas parlé de lui, parce que c'est pas Roger qui va parler de lui. Donc, il faut que moi, je dise quelques mots. Il va avoir une politique éditoriale et une politique de publication qui va être, pour la première fois, de façon très systématique, jusqu'au début des années 90, de publication de textes intégraux d'archives. Au fur et à mesure que des archives arrivent ou qu'on récupère des archives, notamment sur cette période, avec Roger Bourderon, mais ce qu'on pourrait appeler la ligne éditoriale des cahiers d'histoire, ça va être de publier ces archives, sans passer par les difficultés éditoriales qui auraient été de publier, et avant qu'on soit à l'ère du numérique où on peut, et ça c'est vraiment extrêmement important, parce que la tension qu'on a ressentie entre 39, pour la période, le colloque 39-41, où a rebondi quand il y a eu le débat sur les ex, il y a eu les débats sur les FTP, la MOI, avec des chercheurs et des historiens et des militants qui posaient la question de l'activité du Parti communiste dans la résistance et l'internationale communiste. J'allais dire, les cahiers d'histoire ont tenu leur rang là-dedans, ont tenu leur rang. Des historiens sont intervenus, et toi en premier lieu, qui menait disons, la bataille interprétative dans cette affaire. Si on prend d'autres historiens, en l'occurrence moi, dans un chemin qui n'était pas le même que celui de Daniel, sans doute, mais j'avais pris, non pas mes distances, mais je m'étais engagé dans le travail de recherche en m'occupant de société française, et sur le débat histoire, archives du Parti communiste, j'ai trouvé mon compte dans le fait que j'étais plus dans les écoles, j'étais plus dans l'activité politique. C'était pour moi impeccable pour faire le travail de recherche. En revanche, sur la question des archives russes, il y avait des archives russes, des archives conservées en URSS à l'IML, il y avait un véritable enjeu, puisque une première partie était arrivée. Daniel avait pu travailler à une époque sur ces documents, mais une grande partie des archives de direction, sauf des petits morceaux épars qui étaient arrivés comme ça dans les valises, tout s'arrêtait en 32-33. Et donc, il fallait... La thèse aussi, par la Bah oui, justement. Et donc, il y avait un enjeu, c'était de récupérer non seulement les archives du comité central de direction, mais l'ensemble des sections de travail et des archives des fédérations, etc. Et ça a été une affaire de plusieurs années. Sur place, j'y suis allé, j'ai profité de toutes les occasions, il fallait qu'il y ait une délégation qui y a, et j'allais avec des lettres de recommandation pour aller, non pas faire mon marché, pour identifier quels étaient les cotes ou les inventaires pour pouvoir les réclamer après. Et pour terminer sur cette histoire qu'il faudrait raconter, qui a été racontée, on l'a fait à Dijon, c'est en juin 91, si vous connaissez l'histoire de la fin de l'URSS, vous apprécierez la chronologie, c'est en juin 91 que Francette Lazare et Gaston Plissonnier m'avertissent sont arrivées des grandes bobines. J'y croyais plus, où toutes ces archives qui avaient été demandées pendant plusieurs années, j'avais fait des listes, etc., sont arrivées. Et en fait, c'est ça qui a provoqué l'effondrement. Et 2 mois après, c'était fini. Parce que 2 mois après, l'IML étant disparu, était créé le Centre de recherche historique sur l'histoire contemporaine, et ici, sans doute, plusieurs s'en souviennent. On a eu un nouveau contexte qui était un contexte différent pour accéder à ces archives. Et donc, en fait, ces archives concernaient la France. Elles concernaient essentiellement la France, le PC, mais un peu l'international par le biais de ces archives. Et pour sourire avec Jean, quand plus tard, on a passé des accords avec le CNRS, le Parti communiste, pour financer le traitement numérique de ces archives, pour en faire quelque chose qui soit utile, c'est-à-dire pas des microfilms qui allaient être bousillés très rapidement et sur lesquels il faut un temps infernal pour aller retrouver, d'autant qu'on n'avait toujours pas les inventaires.
On n'avait toujours pas les inventaires. Il a fallu, après, aller à Moscou pour acheter les inventaires. On a acheté, payé assez cher les inventaires avec les vraies cotes, etc. Parce que pendant longtemps, les chercheurs qui étaient à l'Institut Maurice Thorez ou à l'IRM avaient des cotes qui étaient des cotes de circonstances, quoi. Bon, c'était IMT, après IRM, numéro temps, etc. Et donc, on a appelé, et Jean a le sens des acronymes, mais vous voyez que notre plateforme qui traite ces archives numériques avec le soutien de la Fondation Gabriel Péry, on a pu engager ce travail. Un peu le ministère et un peu les archives de France, mais enfin pas énormément quand même. Et on a appelé ça Pandore, la plateforme. La plateforme, évidemment, c'était un sourire parce que cette boîte de Pandore, pendant très longtemps, il y avait des fantasmes. Mais ce que je dois dire pour terminer, parce que le reste, c'est technique, scientifique, et c'est pas le lieu de parler dans le détail des cotes et des instruments de recherche, mais c'est que dans le Parti communiste, comme dans d'autres organismes, il y a un fantasme à propos des archives. Comme on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on en a peur. Et ces archives sont un tabou. Et plutôt que d'aller voir et d'aller travailler sur le contenu de ces archives, on ferme. Hein. Et j'ai des exemples qui sont très différents. Hein. Roger sait que je vais faire mon couplet sur les négociants en vin, mais les archives du vin, c'est exactement la même chose parce que on a peur de la collaboration qui a existé à juste titre entre les marchands de vin en France et l'occupant allemand pendant 4 ans. Donc, à partir de là, on ferme toutes les archives. Et pendant très longtemps, ces peurs habitaient les dirigeants du Parti communiste. Sauf que ces archives-là, c'était les soviétiques qui considéraient qu'ils en avaient l'exclusive propriété. Hein, ce qu'il faut retenir, et que je termine là-dessus, que encore un peu plus tard, quand on a travaillé avec des chercheurs allemands, français et russes sur les télégrammes, il a été ensuite considéré par les dirigeants russes, après 2002, après l'arrivée de la nouvelle direction russe, qu'on ne pouvait pas travailler sur ces archives cryptées, enfin cryptées qui avaient des codes, parce que ça mettait en cause la Russie actuelle. Et aujourd'hui, les télégrammes de l'international communiste sont redevenus inaccessibles pour les chercheurs, sauf vraiment, sauf exception. Serge, plus personne maintenant. Hein. Serge, plus personne en ce moment a accès en Russie aux archives. Hein. De fait. Serge. Hein? Fini? Oui, bien, Jean a raison. Non, mais je repense à ça parce que le dernier colloque qu'on a fait, Jean, on y était ensemble, c'était en 2019, hein, ou 2019, Héloïse. Juin 2019. Voilà. Et donc là, on avait vérifié. Donc, ce que je voulais dire, c'est que globalement, pour les historiens du communisme, ces archives du communisme en France sont les seules qui soient globalement, comme parti politique, comme force politique, dont la connaissance, grâce aux archives, au classement, grâce aux archives départementales ici, mais aussi au rôle de France Archives vers les archives départementales dans beaucoup d'endroits, c'est les seules archives politiques sur lesquelles on a une vision globale. Et bon, ça fait partie de la suite sans doute des séances que tu travailleras, mais je pense que c'est un des facteurs qui explique l'intérêt encore des recherches sur l'histoire du communisme en France, parce que c'est un biais exceptionnel pour aussi étudier la société française, et pas seulement le Parti communiste. Si on discute avec nos collègues de la Fondation Jean Jaurès, la Fondation Jean Jaurès a devant elle un énorme problème de gestion, c'est très positif, mais la direction du Parti socialiste de l'ancienne SFIO, etc., quand la question s'est posée, ils ont dit, nous, ces archives, nous continuons de les gérer, de les conserver, et on ne s'en remet pas aux archives publiques, puisque ce sont des archives privées. Le Parti communiste n'avait peut-être pas les moyens de le faire,
mais il a eu une démarche dans les années 90-2000 quand même qui a été de verser ça sur les fonds publics. À mon avis, les historiens et le travail qu'avaient fait les historiens, c'est là où je rejoins Roger, avaient créé une certaine confiance dans le fait qu'on pouvait ouvrir les archives, faire des travaux et qu'il y avait débat d'idées. Il y avait des pour, des contre, il y avait le siècle des communistes, il y avait d'autres courants, mais que c'était plutôt bénéfique d'ouvrir les archives. Bon, Pierre, tu auras finalement réussi à extorquer de Serge la confirmation que les historiens communistes français, par leur attitude irresponsable, sont la cause première de l'effondrement du système soviétique international. Bravo. On est en train de créer de l'archive, là, hein, sachez-le. Donc, Sylvie est enregistré. Ce que je propose de faire, Jacques, ça fait longtemps que tu n'as pas pris la parole. Il est encore là, Jacques? Oui, il est là. Oui, Oui, il est là, Jacques. Si tu veux peut-être dire un mot, Jacques, et je fais juste une transition pour dire que le rôle des historiens communistes a pu jouer. En 79, il s'est passé beaucoup de choses, mais sur les archives, il s'est passé quelque chose d'essentiel. Ça a été la première loi sur les archives en France. Et parmi nos historiens réunis aujourd'hui, il y a Jacques qui avait peut-être un petit témoignage à faire sur cette question, parce qu'il a accompagné notamment des parlementaires qui avaient... et je trouve que ce témoignage est intéressant dans le cadre, puisque peut-être que tu l'écoutes. Ça peut lui donner le dernier mot comme ça. Voilà, et après Jacques, je confie à Jean la conclusion de la journée et les ouvertures vers... voilà. Donc Jacques, si tu veux réagir à ce qui s'est dit et peut-être quelques mots sur la loi de 79. Oui, d'accord. Bon, il se trouvait que j'avais une situation particulière puisque pour mes recherches, tout m'était refusé aux Archives nationales. Hein, bon, pour des raisons qui ne sont pas des raisons politiques, en fait, hein, mais qui sont des raisons diverses et variées. Mais naturellement, il y a eu des autorisations qui m'ont été accordées ou autre chose, et que, en plus de ça, j'étais, à partir de 1975, responsable, si on peut dire, du secrétariat du Centre d'histoire du syndicalisme, donc je gérais des archives. Hein, des archives importantes qui avaient été recueillies par Jean Métron, hein, mais qui continuaient à s'enrichir, hein, et notamment avec l'arrivée des archives Ziromsky, qui était un dirigeant important du Parti socialiste. J'avais donc une expérience relativement importante de ce qu'était, bon, hein, et à partir de là, je me suis intéressé de très près à la question des archives, de la communicabilité, de la gestion, etc. Bon, à ma manière, hein, naturellement, de façon tout à fait empirique. Hein, et quand il a été question au niveau national, hein, d'une gestion d'une nouvelle loi concernant les archives, qu'entre parenthèses, Georges Cognot avait posé au Sénat, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, mais il n'y avait pas que Georges Cognot. Hein, et j'ai été amené à jouer un petit rôle, hein, dans le conseil donné aux intervenants parlementaires communistes, hein, sur la loi d'archives de 1979. Hein, et j'ai conseillé à la fois le sénateur Bernard Hugot, hein, et puis Chantal Leblanc, hein, pour qu'ils approuvent justement la commission, la loi d'archives, en disant bien que c'était un progrès, hein, et que ça allait amener simplement toute une série de conséquences positives pour la recherche. Hein. Et voilà, quoi. Enfin, il y a donc là une certaine expérience qui m'a servi, disons, à améliorer la gestion des archives dont j'étais responsable, puis à améliorer aussi mes rapports, finalement, avec l'institution nationale. Mais tout ça, naturellement, c'est un flash concernant une période, hein, ce rôle à
a cessé dans les années 80 peut-être, mais a cessé de mon propre gré, quoi, en fait. Bon, je me suis à la fois, j'ai encouragé le Parti communiste à verser ses archives, et j'ai aussi contribué peut-être à améliorer l'arrivée et la gestion peut-être par les archives nationales ou les archives départementales de certains fonds. Bon, voilà, ceci c'est anecdotique, mais en même temps c'est intéressant de le signaler, quoi, en fait, et je n'en tire quand même que de la satisfaction et de bons souvenirs, parce qu'il y avait très tôt, effectivement, dans mon attitude, un besoin de consulter les archives. On ne faisait pas de l'histoire, notamment d'histoire du communisme, sans avoir la possibilité de travailler sur les archives nationales et aussi sur les archives du Parti communiste. C'est la raison pour laquelle j'ai eu dans toute ma production divers épisodes de refus et en même temps de satisfaction obtenue par les accords qui m'ont été donnés. Je n'ai pas utilisé, je sais, tout ce qui m'a été accordé de la même façon, et je le regrette parce que bon, il y a naturellement aussi des limites humaines qui s'imposent, en fait. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à te dire, mais je pourrais reprendre naturellement si ça m'est demandé, je pourrais reprendre la question plus vivement avec toute une série de documents, en fait. Je signale, pardon, que dans le fonds que j'ai déposé, le fonds Jacques Giraud aux archives départementales et que je continue à alimenter, il y a beaucoup d'éléments qui concernent notamment les activités d'historiens dans le cadre de l'Institut Maurice Thorez. Et ça, bon, il faut quand même peut-être aussi le signaler parce que à la fois je suis un chercheur, mais en même temps, tout ce que j'ai fait est maintenant, grâce aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis, rendu public. Et continue à être alimenté par les divers fonds que je verse. Ceci dit, je sais très bien qu'il y a des limites, mais mon expérience pourrait quand même servir à d'autres collègues, dont un certain nombre sont ici, pour qu'ils fassent de même, qu'ils ne détruisent pas leurs archives et qu'ils profitent de la possibilité d'avoir des fonds privés pour déposer leurs archives. Ça, il me semble que c'est quand même quelque chose d'important. Moi, je l'ai fait. D'autres vont peut-être le faire, j'espère. Voilà, vas-y. Donc, Jean, pour la conclusion. J'y vais pour la conclusion. Alors, d'abord, merci à toutes et tous pour les richesses des exposés et puis surtout à Pierre d'avoir eu cette idée. Et je pense qu'on va prolonger la discussion. C'était une première séance. Même tout n'a pas été dit dans cette séance. Alors, pourquoi pas encore l'approfondir, mais peut-être qu'on pourra imaginer de vous demander un texte. Ça pourrait être aussi intéressant. Vous pourriez aller plus loin dans la présentation, dans la pertinence de cette appellation d'historien communiste, mais sur les enjeux, bien sûr, du contrôle politique et également de la nature des archives. En tout cas, le dispositif a été bien présenté, non seulement sur les temporalités, on va dire tournant post-68, début des années 70 jusqu'aux années 90. Là, on a pas simplement une génération. C'est vrai que le terme pouvait poser problème dans une conception biologique des choses, mais c'est plutôt des moments. Et un moment et des moments historiographiques, et des moments qui sont aussi politiques, liés à la guerre froide, liés à l'apogée du parti des années 70, le programme commun, les espoirs du programme commun, la rupture, et puis aussi les enjeux du déclin jusqu'à l'effondrement 91 du bloc de l'Est. Donc tout ça, on l'a bien vu en arrière-plan, et je pense qu'il y a des choses importantes. Mais surtout, au-delà de ça, ça nous invite à continuer le partenariat Fondation Gabriel Péri, Archives du Parti communiste français, Archives départementales de Seine-Saint-Denis et par ailleurs Maison des sciences de l'homme de Dijon sur
pour rendre accessibles ces archives de manière le plus large possible. En témoignent entre autres les thèses qui vont bientôt être soutenues. On a évoqué tout à l'heure qu'il y a dans le public Héloïse Dreur qui va bientôt soutenir sa thèse. On a également dans le public, dans le panel de ceux qui sont présents en visio, il y a eu Dimitri Manessis qui vient de soutenir sa thèse et qui est publiée. Il y a également Corentin Lahut qui va bientôt soutenir. Bon, on pourrait faire une liste importante de tous ceux qui ont soutenu, puis Guillaume qui a soutenu il n'y a pas si longtemps que cela sa thèse. Donc, ça veut dire que ça continue, que cette histoire n'est pas finie, et ça, c'est important. Et il y a tout ce legs qu'il faut revisiter, retravailler, puisque Jacques a dit ces archives sont déposées, on peut aussi les retravailler, les revisiter, peut-être avoir un autre éclairage sur ce qui est déposé. Mais en même temps, je vais être positif, parce que c'est le seul parti qui a vraiment déposé ces archives à tous les chercheurs. Il y a un dépôt aux archives de Seine-Saint-Denis, on a accès à tout, soit en fonds du parti, soit les affiches, ou soit également les fonds privés de militants. Mais quand on regarde du côté des archives publiques, quand on regarde du côté des archives de police, quand on regarde du côté des archives des RG, il y a quand même pas mal de choses qui n'ont pas été versées ou qui ne sont pas encore versées. Je prends un exemple. L'inventaire qui est fait aux archives nationales. Les versements du ministère de l'Intérieur provenant des renseignements généraux apportent des éléments importants. Tout ce qui concerne le Parti communiste français de 1923 à 1975 a été versé. Mais les archives nationales n'ont obtenu l'instrument de recherche qu'en 2018. Qu'en 2018, c'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait récent. C'est aussi le problème, à un moment donné, du fonctionnement même de la logique de surveillance de l'État. Et n'oublions pas que si les renseignements généraux, ça a été donné maintenant, il n'y a pas de souci, mais tout ce qui vient de l'ancienne DST ou aujourd'hui la DGSI n'a pas été versé véritablement aux archives nationales. Donc, il manque tout un pan aussi de ces archives, on dira de surveillance, voire de répression à certains moments donnés, qu'on peut obtenir et qu'il faut aussi obtenir. Voilà, j'ai essayé de renverser un peu, parce que souvent on dit il y a un côté, on masque les archives, on contrôle les archives, etc. etc. Ce n'est pas si simple que ça. On l'avait fait il y a quelques années avec l'ANR Paprika, on a pu mettre en ligne véritablement les inventaires, enfin, des archives de la série Z4, c'est-à-dire de la répression pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est une étape. Alors, les archives nationales jouent le jeu, il n'y a pas de problème. Au contraire, elles sont sur cette ligne-là. Elles sont sur une logique d'accès démocratique aux archives. Mais il y a encore certaines institutions. Vous évoquiez tout à l'heure le patronat d'un certain côté, on évoquait le monde viticole d'un autre côté. Mais on pourrait avoir la même chose du côté de la DST, des GSI, qui n'a pas tout donné non plus. Voilà.